Baptiste, aujourd'hui, sur le podcast, un de nous trois, parce qu'on va être trois, un de nous trois a déjà travaillé avec Denis Villeneuve. Hein? C'est-tu toi? Non. C'est toi? Non. Oh! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. 9. J'ai roulé 2. J'ai roulé 2. Oh, c'est petit, ça. Oui, c'est très petit. C'est proche, comme on dit. C'est toi qui anime, Baptiste. Vas-y. Bienvenue à bord de J'adore ça, chers astronautes. Oui. Cet épisode, c'est une entrevue de notre invité, Pierre Raymond, du studio Hybride, qui est un studio de VFX qui existe depuis 1991. Puis, au vu de la durée de l'entrevue, on ne fera pas notre segment où on vous parle de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, chacun de notre côté. On se concentre juste sur le contenu principal aujourd'hui de l'épisode dès maintenant. Avec notre invité, Pierre, il va parler avec nous, justement, de tous les VFX, de ce qu'ils ont fait chez Hybride, puis de nos différents sujets à nous, les plans qu'on a préférés, puis quels sont les VFX en lien avec ces différents plans-là. Vous allez voir, c'est 1h30 de bonheur. Je vous jure, vous allez capoter. Ouais, vraiment. C'est parti? C'est parti. Faut que ce soit green, OK? On a avec nous dans cet épisode de J'adore ça la personne qui est probablement la mieux placée au Québec pour nous parler d'effets visuels. En 1991, il a cofondé le studio Hybride Technologies, maintenant connu sous le nom de Hybride, dans la petite ville de Piémont, dans les Laurentides, et en a été le président et directeur technique. L'entreprise a connu ses débuts en réalisant des effets pour des publicités et des ouvertures d'émissions de télévision, mais c'est en 1997 qu'Hybride entre dans le monde du cinéma quand Guillermo del Toro fait appel au studio pour son film Mimic. Depuis, Hybride a travaillé sur plusieurs films à succès dont Sin City, 300, Avatar, Pacific Rim, The Hunger Games, Arrival, Star Wars The Force Awakens, Rogue One, Jurassic World. Vous savez quoi? Je les nommerai pas tous, sinon l'épisode va durer 3 heures. Et aussi plusieurs séries télé dont Napoléon, Jack Ryan, Andor et The Mandalorian. Mais notre invité, c'est également un passionné de technologie, probablement un des plus grands fans de Tintin au Québec. Et aussi, c'est mon oncle, Pierre Raymond. Bienvenue à bord de J'adore ça. Bonjour, bonjour. Bienvenue, Pierre. Je suis bien content d'être avec vous. Merci pour cette belle intro, Étienne. Très, très cool. Je me sens comme un souper de votre famille, un invité du souper de famille. Non, c'est pas vrai. Dans le but d'apprendre à te connaître un petit peu plus, Pierre, on a pour habitude avec nos invités de poser quelques questions à rafale, qui sont des petites questions, un choix ou un autre, où c'est jamais très, très compliqué. Puis là, tu réponds comme tu veux à ces questions-là. On en a une dizaine. Je pars ça. Est-ce que tu dirais plus Christopher Nolan ou Edgar Wright? Christopher. Ouais. Yes. Ricardo Troggi ou Denis Villeneuve? Denis Villeneuve. Ça m'étonne pas venant de quelqu'un de VFX. Ricardo Troggi est cool, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins VFX, Ricardo Troggi. C'est plus près de moi. Ouais. Ton jeu de société préféré de tous les temps? Oh, ciel, je suis pas un joueur de jeu de... Oh, là. Ça peut être les petits chevaux, ça peut être des jeux très très simples. Oh, ben c'est plus simple que ça. Tu meurs 1000 bornes. Mille bornes. Ouais. Ouais. C'est une espèce de truc de famille, ça. Ouais. Parfait. Ton film préféré de tous les temps? Ça, je suis très curieux de t'entendre. Tu vas être probablement surpris. C'est un film français. Oh! Avec beaucoup de petits étudiants qui chantent. Parapluie de Cherbourg? Non. C'est bien après ça. C'est dans une école, un lycée. C'est les choristes? J'ai retourné le truc. Les choristes. C'est les choristes? Oui. C'est un film qui vient me chercher. Je me souviens d'avoir une question un peu pareille et les gens me disaient que le film qui t'a le plus touché, c'est les choristes. Là, Pierre, tu dis pas ça juste parce que je suis français. T'as le droit de nommer. Quand j'étais jeune, j'étais dans une choriste, dans une chorale. Donc, c'est un peu ça. Et je chantais la Marseillaise tous les matins. C'est ça.
Encore une fois, hein, c'est un peu comme c'est drôle les choristes, pas très VFX, mais ça t'a touché. J'aime cette réponse-là, c'est super. Tu t'attendais à un film effet, hein? Oui, c'est ça. Je m'attendais à quelque chose de très. Je m'attendais à un film qui était juste du CGI partout. Non, c'est pas vrai. Non, on n'est pas très objectif quand on regarde un film. Bien que quand je regarde toute la série d'Harry Potter, là, je me laisse vraiment embarquer dans l'imagination. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Ben justement, série télé, ta série télé préférée de tous les temps, en as-tu une? De tous les temps, ben ça dépend les trucs. Il y avait un peu d'effet visuel dans Les Sentinelles de l'air, qui était une série que j'ai regardée quand j'étais jeune depuis très très longtemps. Et il y avait une autre série aussi qui était British, qui est un gars qui se faisait courir par des ballons. Comment ça s'appelait sur la plage? C'est une ville prison. Ça vous dit rien, hein? Hey, non. Une ville prison, non, mais je suis très curieux. C'est une ville un peu prison. Les gens savaient pas dans la quotidienneté qui était, mais en réalité, il était pris prisonnier. Ça sonne un peu Truman Show, mais sans être Truman Show. Non, mais c'est assez vieux. Ça va me revenir, le titre. OK. C'est dans les années de chapeau melon et bottes de cuir. Donc, ouais, ça je connais. C'est ça. Côté obscur de la force ou bon côté de la force? Je suis du bon côté de la force. C'est bon. Je me plais à penser que je suis du bon côté de la force. Non, je confirme. En fait, je travaille là-dessus quotidiennement. Dans quel domaine les robots ne nous remplaceront-ils jamais, selon toi, Pierre? Celle-là est un peu plus difficile. Elle est difficile. Mm-hmm. Effectivement. Surtout pour quelqu'un qui vient de VFX. Ouais, non, mais je suis assez concerné par tout ce qui est intelligence artificielle, évidemment. Ouais, oui. C'est bête à dire, mais présentement, c'est le secteur des cols bleus qui sont moins à risque que les cols blancs. Intéressant. Mais je pense que plus ça va aller par en avant, plus les psychiatres peuvent dormir tranquilles. Ouais, intéressant. Ben oui, la question de la santé mentale, un très bon point, ça. Et ma dernière question, si tu avais une vision utopique du futur de l'humanité, en une phrase, tu la résumerais comment? Ben moi, je crois fondamentalement à l'humain et à l'intelligence j'aime pas ce que je observe présentement. J'aime pas la polarisation particulièrement. Et ce que j'aime encore moins, c'est que c'est quand même polarisé entre deux groupes. Mais il y a un groupe qui est très, très présent et qui prend beaucoup la vedette. Et l'autre groupe est très silencieux. Ça, j'aime pas ça. Ouais. Bon, ben allons-y. Allons-y avec une question. Parlons VFX, Pierre. Les effets numériques, ça reste quelque chose de très mystérieux. Le commun des mortels sait qu'il y a des studios qui travaillent à rendre l'imaginaire réel à l'écran, mais connaît probablement pas tout le processus pour obtenir un plan final. Pourrais-tu nous expliquer les étapes pour réaliser un plan? Ben, avant de parler d'étapes, il faut parler de catégorie d'effets. C'est vaste. Et ce n'est pas du tout la même approche parce que nous, chez Hybrid, on n'a pas de spécialité en tant que telle. Faut comprendre que c'est une compagnie qui fait des effets visuels qui, à l'origine, voulait faire de la recherche et du développement. Et parce qu'on avait des investissements personnels beaucoup importants, on a investi puis on a continué à faire de la production pour aider. Puis celle-ci a pris tellement d'ampleur que pour un certain nombre d'années, la R&D a un peu diminué. Mais en même temps, on était chanceux parce que on écrivait beaucoup de logiciels, de plugins internes chez Hybrid pour faire les effets, ce qui nous a beaucoup aidé et qui nous a aidé à prétendre à n'importe quel type d'effet visuel. Mais avec le temps, on a eu une grande réputation pour les effets non perceptibles. C'est pas très bon pour un showreel. Quand tu veux montrer à des gens ce que tu as fait, on te laisse pas montrer le before and after non plus, le avant et après, parce que souvent les gens n'aiment pas montrer les plans qui ont été tournés originalement parlant. Mais ça, on en a fait beaucoup. Ensuite, on a fait
au début, quand on a commencé, on intégrait des objets ou des set extensions, donc des augmentations là, d'environnement sur des plans entièrement faits. Aujourd'hui, on fait tout l'environnement complètement virtuel et on n'insère que les acteurs. Ah ouais, Et ça, en une période de 30 ans. Parce que hybride, moi, je m'en suis occupé pendant 30 ans. Mais, et ça fait en sorte que ça, c'est un autre type d'effet. Et les autres effets aussi, c'est les effets wow. Les effets que tu vois vraiment que c'est impossible. Matrix en est un bon exemple. Ouais. Mhm. Star Wars avec tous les environnements qui ne serait-ce qu'un sabre laser ou des trucs comme ça, les gens savent bien que ça n'existe pas, mais les environnements interstellaires, bon, ben, c'est une autre réalité. Il se doute aussi dans un film comme Benjamin Button que il y a quelque chose où il y a une super... Mais je vous dis que les gens ont développé un sens de l'observation beaucoup plus pointu que beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de producteurs qui vont des fois regarder l'argent qui a été dépensé sur un plan et qui vont dire OK, c'est suffisant. Et ils pourraient être surpris que non, c'est pas encore à point. Il y a des gens qui vont pointer des mauvaises incrustations ou des trucs comme ça ou savants. Nous, on est contents puis on aime bien quand les gens disent ben qu'est-ce que vous avez fait? Toi, tu as peut-être vu un film qui s'appelle Japlou, qui est un film français, qui est un petit cheval qui a gagné les Olympiques, dont les Français sont très heureux. Donc, nous, on a tourné, on a fabriqué des stadiums avec toutes les foules à tous les moments importants du film pour évidemment avoir la narration complètement. Là. Mais pour les compétitions, on les a, c'était assez haut, on les a complètement refaits en virtuel. Donc ça, c'est quand tu regardes aux gens le avant et après, c'est fabuleux. Mais en réalité, si tu ne leur montres rien, ils sont pas capables, en regardant le film, de dire ah, vous êtes passé là. Et ça, on est bien faire de ça, l'intégration. Donc, ça fait déjà pas mal de trucs. Et à plus, il y a les effets qui sont très, très complexes. C'est ceux qui prennent des logiciels qui reproduisent des mers en furie, des océans, des trucs avec des trucs de vent. Et c'est excessivement, je dirais pas douloureux à faire, mais très, très, très demandant. Et très lent aussi à atteindre les résultats parce que le before and after, puis ensuite, ça prend du temps à recevoir les premières versions avant de pouvoir les juger adéquatement et savoir si on est dans la bonne direction ou pas, ou si au début, quand on a pris le travail, on avait une bonne idée de comment on va s'y prendre. Et dans les deux, après, on s'aperçoit que notre approche technique est erronée et il faut qu'on trouve autre chose. J'ai une question par rapport à ça, Pierre. Tu dirais que aujourd'hui, mettons en 2025, l'équipe reçoit un plan, puis là, comme tu dis, il y a surtout des acteurs, puis après ça, c'est surtout probablement des green screen, puis des choses de même qui sont mises en arrière pour laisser les gens faire des effets pour incruster des environnements, puis etc. C'est quoi la première étape quand vous recevez ça? Qu'est-ce que vous faites en premier? Est-ce que vous commencez par travailler sur les décors? C'est quoi les premières étapes après avoir reçu ce plan qui est très brut, en fait, là? Ben, ça dépend. Si on travaille dans un environnement où on va pas le générer complètement, et ce qui est encore plus difficile à faire, c'est quand il y a un bout d'un environnement, comme le premier étage d'un château, qui existe. Ils ont bâti parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec les acteurs, puis ils veulent pas que tout soit fait en effet visuel. Et ils disent, bon, ben là, oui, mais il reste encore 7 étages. Donc, vous allez extrapoler les 7 étages. Vous allez les coller à l'existant en respectant la distorsion des lentilles, et ainsi de suite, et le mouvement de la caméra. Avant, on imposait des positions de caméra fixes, mais ça fait 20 ans que c'est fini, ça. Maintenant, ils veulent avoir des mouvements. Le film dont je parlais tantôt, Japlou, le réalisateur, Christian Duguay, a tourné tout son film en Steadicam à la main. Et il s'est pas gêné, puis il a tourné ça comme il l'aurait fait si vraiment les vrais personnages étaient là. Et après, toi, tu dois aller t'insérer, respecter, copier le mouvement et
mettre non seulement des gens, mais des stades. C'est la même chose. Ouais. Donc ça, c'est plus complexe des fois d'augmenter parce que tu as deux éléments qui ne mentent pas. Tu as le vrai bout de château, exemple, que je donnais, qui existe, et ton ajout doit être imperceptible. C'est-à-dire que la luminosité, les textures, tout ce qui va avec. Tandis qu'un film comme 300, dont chaque plan est un tableau, ben là, tous les gens ont été tournés en blue screen, dans le cas de 300, et tous les environnements sont une vue de l'esprit. Okay. Au même type que Sin City. Même technique. Mais Sin City, lui, avait été tourné sur fond vert. Pour des raisons techniques. Par rapport à tout ça, est-ce que ça arrive que Hybrid envoie un représentant technique sur place pour donner des consignes pour pouvoir bien filmer le plan? Toujours? Oui, tantôt, j'ai pas induit en erreur, mais j'ai pas fini mon point, je me suis égaré un peu. Mais normalement, quand tu commences, surtout avec des gens que tu connais, tu es impliqué et Hybrid prend le load, à moins que tu travailles sur Star Wars, c'est ALM dans ce cas-là, parce que normalement, il n'y a jamais personne qui touche à Star Wars, sauf ALM. Hybrid a été très chanceux parce que avec les années, on est devenu très, très près, un studio de l'autre. Ben, quand tu fais ça, ils vont te dire, OK, pour tes plans, tu as besoin de quoi, dans quel angle. Avec ALM, ils n'ont pas vraiment besoin de toi pour savoir comment tourner, puis les éléments, tu vas en avoir plus que requis. Mais pour l'ensemble des autres films, comme Arrival ou des trucs comme ça, tu es très, très près du superviseur d'effets visuels du côté du film, et tu peux, en cours de route, proposer un paquet de trucs. Avec Robert Rodriguez, on a commencé avec lui au tout départ. Donc, il s'est éduqué. On n'a pas besoin de lui répéter 2 fois, croyez-moi. Mais on a commencé avec les séries pour enfants qui étaient les Spy Kids. On en a fait plusieurs. Puis un jour, il nous est arrivé avec le projet qu'il voulait faire depuis très longtemps, qui était Sin City. Puis ensuite, ça n'a pas été facile, Sin City, parce que le writer voulait pas nécessairement laisser aller les droits pour ça. Il n'était pas vraiment intéressé, puis il voyait pas comment ça pourrait arriver. Donc, nous, on a proposé un test d'une 12aine de minutes pour lui démontrer comment on voyait ça à partir de ses dessins. Ah, fait que tu convainques le writer là, de... C'est Frank Miller, c'est ça? C'est Frank Miller. OK. Et puis, Robert est allé avec son portable, il a ouvert ça, il a dit, regarde, c'est ça que je veux dire. Il a dit, ben, voyons donc, c'est quoi? Puis ça a parti et on a pu faire le développement du look. Puis là, je ne vais pas m'égarner non plus, mais c'est fait grâce à Sin City au niveau du look avec Frank Miller, puisque 300 est aussi Frank Miller. Oui. Que 300, on dit, un instant, là, si ça s'est fait sur Sin City, je vois pas pourquoi. Ah on peut ouais, pas hein? le faire. Oui, c'est allé comme ça. Ah, il y a des... OK. Il y a des fois, genre, il y a des petites demandes par rapport à qu'est-ce que vous avez fait comme effet dans telle autre affaire. Ben là, on veut la même chose à tel endroit. Ben, puis, en réalité, la première chose qu'ils ont demandé quand ils sont arrivés, on ne devait pas travailler sur ce film, c'était une surprise. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, bon, OK, on avait eu ce que vous avez fait sur Sin City, mais nous, ce qu'on veut pas, c'est avoir la même chose. Il faut développer une nouvelle, parce que Sin City était très noir et blanc. Ah oui. Mais il y avait un look à développer. Le réalisateur avait une très, très bonne idée. Lui-même avait fait des démos pour nous aiguiller. Et puis, lentement, et il y avait aussi, je me souviens, un artiste qui, durant le tournage, faisait des idées, donnait des lignes. Et des sketchs ou des... Des sketchs et des trucs comme ça. Donc, ça a été, puisqu'on parle de 300, ça aurait dû normalement être un désastre total parce que c'est un triangle avec un réalisateur qui est son premier gros film, avec un directeur de la photographie qui lui-même débute, puis avec un directeur des effets visuels de leur côté. Ah ouais, hein, vous avez un petit triangle comme ça qui est une règle de 3. Qui pourrait normalement représenter beaucoup de problèmes. Ah ouais, hein? Mais il y avait tellement une belle entente et un respect des talents mutuels de ces 3 personnes-là
que ça n'a été que du plaisir faire ça. Ça, je vais embarquer là-dessus parce que j'ai une histoire par rapport à ça. Pierre, en fait, c'est plus ton histoire. Bref, la question, il me semble que c'est dans Sin City, mais il y a la tapisserie de chez mes grands-parents là-dedans. Est-ce que c'est dans Sin City? Ben, Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, mais tu serais descendu à Québec pour aller prendre une photo d'une tapisserie chez tes beaux-parents, remonter à Piémont, 6 heures de route. Il y a toutes sortes de trucs que les équipes qui travaillent font. Et quand tu l'as vu une fois, tu n'es plus capable de plus le voir, là. Mais surtout quand tu as des relations de ce type-là avec des gens et que ça va bien. Mais c'est là ma question. Tu sais, c'est à quel point vous avez souvent ce genre de liberté créative-là? Parce que, je veux dire, à quel point les réalisateurs vous laissent décider de « Ah, d'un peu, non, j'ai la texture parfaite pour ce mur glauque-là que tu veux. Je reviens dans 6 heures, puis je me tape 6 heures de route pour aller prendre une photo. » Puis ça dépend de la relation que tu as. Si tu as une relation que tu as réalisée avec que tu as, comme avec Rodriguez, à la fin, au niveau des environnements, on lui proposait, il n'y avait plus besoin de regarder. Avec ALM, ça nous a pris 6-7 films. Et après, des fois, on était chanceux, on disait non, tel environnement, c'est le vôtre. Proposez-nous un environnement et votre vision de ce que ça pourrait être. Et ça, tu gagnes ça lentement, mais sûrement. C'est pas facile à faire. Tandis que quand tu travailles avec des réalisateurs qui en ont moins fait, ben là, à ce moment-là, tu deviens le lead, puis tu peux proposer des trucs, mais il faut faire bien attention parce que il y a eu beaucoup d'années où les boîtes d'effets visuels étaient très, très, très prétentieuses. Les années de Jurassic Park, le premier, là, ainsi de suite, là, où il y avait tellement peu de réalisateurs qui connaissaient les effets visuels, qui étaient obligés de se le donner et de faire une confiance. En fait, c'était plus de faire confiance, un acte de foi sur les gens qui, pour moi, ça, c'est fini d'une part ce temps-là. D'ailleurs, dans ce temps-là, il n'y avait pas de superviseur d'effets visuels dans l'intérieur du film. C'est celui qui recevait le mandat qui le devenait. Maintenant, c'est plus comme ça parce que quand tu fais un film, il n'y a pas juste une boîte qui va travailler sur le film. On est supposé d'être des compétiteurs, mais on devient tous des associés, chacun. Puis des fois, on est obligé de prendre le plan de quelqu'un qui te donne lui à terminer pour que toi, tu le prends et tu continues. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé à ce niveau-là. Tu sais, il n'y a personne qui va dénigrer en cours de route un autre boîte avec laquelle tu risques de partager un travail. De travailler plus tard. Oui, quand tu as 2000 plans. Hybride a déjà fait 2000 plans sur un film, là. Mais il y a des boîtes qui sont plus petites, comme tu te retrouves dans des... supposons que tu as donné un exemple, une mer en furie, avec je sais pas moi, des bris de bateau, des trucs comme ça. Il y a des boîtes dont c'est la spécialité. Ouais, donc, s'il y a 15 plans ou 20 plans, c'est pas toi qui vas les faire, mais tu vas être, les deux vont devoir faire en sorte, mais il faut comprendre aussi qu'on n'a pas nécessairement les mêmes logiciels. Nous, on avait plein de plugins, plein d'outils maison, on peut pas leur envoyer, malgré que ça nous est déjà arrivé d'envoyer un plugin pour qu'on puisse faire un arrimage plus adéquat avec eux. Donc, la notion de compétition est plus du tout ce qu'elle a déjà été. Et, pour finir, jamais travailler avec un réalisateur qui ne lui veut pas travailler avec toi. Ooh. C'est la pire chose. Et ça m'est arrivé dans ma carrière de parler avec un réalisateur parce que les réalisateurs gardent ce que je qualifierais leur écurie. C'est-à-dire les boîtes avec lesquelles ils ont travaillé, avec lesquelles ils savent que la vérité va être au premier plan et qui ont on est très chanceux pour ça au niveau des relations qu'on a avec eux. Mais il m'est arrivé avec un réalisateur de lui dire, tu veux pas travailler avec nous? Non, c'est le producteur qui vous impose à moi. Et j'ai dit, toi, tu avais un groupe avec lequel tu as travaillé longtemps. Oui, moi, j'avais des gens qui se sont saignés pour moi dans ma carrière pour que je sois là. Aujourd'hui, c'était le temps pour moi de leur donner l'ascenseur et je peux pas le faire.
Donc ça m'embête. Parce que tu m'en parles, ça m'embête. Moi, j'ai dit, écoute, je vais faire avec toi. Je vais dire aux producteurs qu'ils devraient vraiment faire un split load. Mettons 25% à nous, 75% qui retournent à ton équipe. Comme ça va te donner une chance de nous connaître, puis de continuer de pouvoir travailler avec eux. Puis si jamais ils ont un problème de leur côté dans leur 75%, on s'arrangera avec eux pour voir si on doit prendre. Et ça a été très payant pour nous de prendre cette attitude-là. Okay. Ouais, hein. Parce que ensuite, tu deviens dans son écurie, au même titre que l'autre l'était. C'est drôle que tu parles des... vas-y. En fait, moi, ça explique, je veux dire, Rodriguez, vous avez fait 11 films avec. Oui. Ouais, c'est ça. 11! C'est une drôle de situation. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ah ouais, non? Ben oui! On a fait un film avec qui est Mimic, avec Guillemot. Et c'est un ami qui est très près, évidemment, de Robert. Donc, je pensais que ça pourrait peut-être venir de là. C'est pas venu de là. Le superviseur des effets visuels sur Mimic avait beaucoup aimé son expérience, alors que nous, c'est à peu près notre premier vrai. On avait fait Habitat avant, mais à ce niveau-là. Et puis, il a été, à la fin de film de Mimic, envoyé le film que Robert, hein? À Rodriguez? À Rodriguez. J'ai un blanc sur... c'est un film qui se passait sur dans un lycée, avec des bêtres... c'est... Ouais. C'est pas moi qui devrais l'oublier, là. C'est Faculty. Faculty, oui. C'était avec Frodo. Avec Elijah Wood, si je me trompe pas. Avec Frodo. C'est The Faculty. Et quand on est arrivé là, Robert Rodriguez avait je pense, une mauvaise expérience dans une tentative d'effet visuel. Fait que lui avait décidé que sur ce film-là, personne ne va s'insérer et que tout va être fait en mécanique. Donc, malheureusement, quand il y a eu les premiers shots qui ont été tournés, le film d'horreur, ça fait peur à personne et les gens étaient déçus beaucoup du résultat. Donc, le studio a dit, tu vas aller faire un tour là. Fait qu'on reçoit un appel. Je reçois un appel avec mon partenaire, Daniel, du même superviseur qui était avec nous sur Mimic qu'on avait terminé. Il dit, est-ce que vous pouvez être ici dans 24 heures? C'était au Texas. J'ai dit oui, ça pose pas de problème. On va être là. Fait qu'on s'en va là. Mais Rodriguez nous regarde. On est arrivé là. Il nous a laissé une douzaine d'heures au soleil. En attente. Puis à la fin, il a dit, OK, je vais vous rencontrer. Il nous a rentrés avec une scène, je sais pas si tu te rappelles le film, en tout cas. Il y avait une scène, il y a un aquarium, puis il y a l'espèce de petits poissons à l'intérieur, puis quand tu essaies de les prendre, oups, ils deviennent 2, ils deviennent 3, ils deviennent 4, là. Et ça, c'était supposé, tant ils voulaient le faire avec de la glycérine, puis quand les gars le mettaient, ça marchait pas. Ça fait que ils montent ça en VHS. au niveau du montage, tu vois. Et ça, il dit, c'est peut-être un plan sur lequel vous pourriez participer. J'ai dit, OK, on est revenu à Piémont à partir du VHS. Puis on lui a fait la scène en 3D intégrée à l'intérieur. Et après ça, on est parti. On va vous l'envoyer. Non, on va aller te la reporter. On est retourné là-bas. On lui a montré, puis il y avait d'autres trucs par la suite. Et lentement, on a commencé à l'apprivoiser. C'est là que le verbe prend tout son sens. Ouais. Lentement, mais sûrement, c'est un gars excessivement gentil. Et on a fini par faire tout l'ensemble des effets de ce film-là, de Faculty, avec un réalisateur qui avait juste besoin de se faire expliquer adéquatement comment on va faire ça. Et après ce film-là, c'est là qu'il y avait la série qu'il voulait faire sur Spy Kid. Puis à travers Spy Kid, au niveau des effets, et au niveau du film aussi, jamais j'aurais pensé
parce que tu développes une relation avec un réalisateur qui est en train de faire des films pour enfants. Mais quand tu fais un Sin City, t'as pas la même bête en avant de toi. Non, vraiment pas. Complètement. Vraiment pas. Mais tu sais, ça reste quelqu'un qui aime jouer avec le cinéma. J'avais vu ce qu'il avait fait pour son épisode qu'il a réalisé de Mandalorian, où il a tourné juste une séquence d'essai, mais avec son téléphone, avec des jouets de Stormtrooper, avec son fils qui promène les Stormtroopers, puis il a fait son épisode comme ça d'abord, puis ensuite il a fait comme « OK, ben c'est bon, je vais le tourner. » Tu sais, c'est une bébite, ce gars-là. Il est passionnant. Ben, il est vraiment comme ça. Tu devrais voir, quand on fait des props ou des trucs qui vont être en 3D, il les a tout modelés en 3D pour avoir le poids, comment ça va être pour les acteurs. Mais quand on a fini, évidemment, Habitat, il était très content. Mais on s'attendait pas par la suite Sin City. Ça a été une surprise. C'est juste en cours de route qu'il disait « Ah, moi, j'aimerais... » C'est un gros amateur, évidemment, des novels de Frank Miller. Ouais, de Frank Miller. Et ça fait des années qu'il voulait le convaincre d'eux. Et finalement, Sin City, ça a été toute une aventure. C'est 3 albums mis ensemble pour faire l'ensemble du film. Tu sais. C'est drôle parce que moi, j'arrête pas de penser à un point qui est que, tu sais, on en a parlé un tout petit peu, mais à quel point finalement, on pourrait penser, OK, VFX, on a le terme post-prod, ça arrive après, puis finalement, c'est tellement impliqué en amont, à tel point que des fois, le VFX est impliqué de ce que tu dis pour qu'un réalisateur convainque un writer de pouvoir adapter son œuvre. Tu sais, je suis comme, OK, le VFX, ça peut vraiment être à pas mal toutes les étapes finalement là, que ça a lieu, cette affaire-là. C'est quand même... je trouve ça super intéressant, tu sais, de dire ça peut être en amont. Les boîtes d'effets visuels au niveau de la relation. Tu sais, quand tu tournes un film à effet, il y a 3 personnes sur le plateau à temps plein qui sont toujours là, qui travaillent ensemble. Le réalisateur, le directeur photo, puis le directeur des VFX. Okay. Et c'est fatal, tu sais. Et même quand on a fait Lineage pour Ubisoft, c'est avec Simoneau qui a fait ça, localement à Montréal, ben lui, il commencera pas à te dire comment tu vas tourner tes trucs, puis comment, tu sais, on faisait des trucs pour un réalisateur où il va jamais commencer à dire, OK, on va tourner à 2 caméras pour faire ton truc. Non, si tu as un plan d'un côté puis tu as le plan inverse, nous, on demande aux acteurs de se retourner de côté parce que l'environnement, on va le tourner, puis il y a plein de techniques. Mais tu prends des réalisateurs qui capotent de joie et qui adorent ça, tu sais. Simoneau, c'en est un exemple, ça. Plus tu te retrouves avec des propositions qui sont un petit peu farfetch des fois, il va dire oui, on y va, ça. Et puis dans Japlou, avec Christian Duguay, tu sais, tu dis un gars, un producteur, ben on va tourner, tu sais, tu vas pas prendre un stade puis décider de le mettre en verre pour impliquer les acteurs dans l'intérieur. Tu vis avec un stade que tu as, là. C'est un acte de foi qu'il est obligé de faire complètement. Je me souviens parce que il louait des caméras en France en 4K. C'était très, très... Et les gens disaient que ben ça venait avec des capteurs après les caméras pour qu'on puisse, en cours de route, être capable d'extrapoler le mouvement de la caméra de cette-ci. Okay. Puis nous, on avait fait des logiciels de notre côté pour faire ça. Puis ils disent non, on n'a pas besoin de capteurs. Et là, on est allé voir le producteur, puis il a dit, ben, il n'y a pas de film qui va sortir de ton truc, là. C'était incroyable. Incroyable. Puis là, on a dit non, on est obligé de faire un exemple d'une prise. Parce qu'il se dit non, mais vous ne comprend pas, il y a les lentilles. C'est vrai, parce que chaque lentille a une distorsion. Ça dit que toi, tu as l'impression, la prétention de mettre un stade, il faut que ce stade soit distorsionné comme la lentille. Donc, il y a des techniques qu'il faut faire. Tu parlais tantôt, ça prend le tech qui est là. Nous autres, on a pris, moi, j'ai pris toutes les lentilles, on les a mis sur des chartes, on les a notées avec les numéros de série de chacune d'entre elles. Wow! Après ça, pendant le tournage, la script a donné exactement la lentille qui était là. Et nous, quand on faisait notre environnement en arrière, on le passait à travers une modification de lentille virtuelle
pour que ça matche quand la caméra bouge. C'est puis que tout tient. capoté. Le niveau C'est de fascinant. détail. Mais technique. c'est le plus bel exercice des mathématiques que je connaisse. Moi, j'adore ça. C'est impressionnant, mais c'est... Ouais. Puis là, tu te dis, OK, tu fais quand même, parce que, comment je dirais, quand j'ai commencé à lire un petit peu sur les VFX, puis là, ben, t'entends parler aussi des special effects qui sont plus les effets pratiques, là, que tu réalises sur un set, Oh, littéralement, puis etc. Les particules, là. Ouais. C'est ça, exact. Ben, dans les VFX, souvent, tu sais, c'était beaucoup tu peux tout. Il y a eu cette vision à un moment donné, on dirait que tout le monde se disait, on pourrait tout créer en CGI. Puis ça existe d'ailleurs des épisodes genre de Death and Le Ligue de la Robots. jungle. C'est ça, exact. Les Legends, ouais. C'est tout du CGI, puis etc. Mais moi, ce que je trouve... T'as que ce le que petit je trouve- garçon qui est vrai. C'est ça. Puis ce que je trouve magnifique, c'est quand le VFX se plug avec ce qui est fait réellement sur le set. Genre, à ce point, ton histoire de lentilles, c'est capoté. Je trouve ça excellent. C'est brillant. Puis, Ce qui est dangereux dans cette histoire-là, c'est... moi, j'ai toujours dire de gens avec lesquels on travaillait avec nous, on est des amplificateurs. On a la prétention qu'en passant à travers nous, on va amplifier là où vous êtes rendu. Ouais. Mais en même temps, des fois, tu es utilisé comme boîte d'effets pour être pour compenser un script c'est ça que j'allais déficient. dire. Ben oui. mais probablement qu'en plus, quand tu essaies de compenser avec juste trop d'effets, ça veut pas dire que ça va faire quand même un bon film. Là. Tu sais, je sais pas ta vision là-dessus. J'ai eu des Pierre, films là, en effet visuel où je me suis assis et j'étais saturé. Ah ouais, Saturé. J'en pouvais plus. Hmm. Et ça, c'est un piège dangereux dans lequel les réalisateurs ne tombent plus aujourd'hui. Ah oui. Ça regarde un gars comme Villeneuve, quand c'était le temps de faire je parle des Arrival, les personnages, les deux personnages principaux, les deux extraterrestres, lui, il y aurait eu une vitre avec beaucoup de vapeur, puis une ombre chinoise, puis c'est ce qu'il voulait. Mais s'il y a un autre point de vue à l'intérieur qui va l'avoir Alien, t'es loin, l'un de l'autre, tu dois trouver en chemin. Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est au départ, ne pas nécessairement comprendre bien le réalisateur par les mots. Et à force de travailler avec lui, d'arriver un peu, là, t'arrives de dire, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est exactement ça. Puis on a réussi, nous, à s'arrimer à sa vision. Parce que c'est toute une job de réalisateur. Les gens se rendent pas compte comment tu dois être polyvalent. Ouais. Nous, c'est drôle parce que nous, c'est une citation de Denis Villeneuve qui est à l'origine de notre podcast. C'est niaiseux, là, mais ça a été comme le point de départ. Puis on est des méga fans de lui. Puis, tu sais, vous avez quand même travaillé avec le réalisateur québécois le plus hot en ce moment, là, et de loin. Comment tu résumerais votre collaboration avec Denis? Denis est d'une part, c'est un gros film. Il y a plusieurs boîtes qui ont travaillé là-dessus. Nous, on a eu la chance qui nous approche à travers le superviseur d'effets visuels qui travaillait sur le projet pour qu'on ait certains blocs. Mm-hmm. Et on nous demandait de choisir entre les trois blocs. Puis il y avait des difficultés parce qu'il y a des blocs où un intervient avec l'autre. Donc c'est très difficile de donner ça à deux boîtes qui n'auront pas suffisamment il faudrait que les deux boîtes soient entrelacées, là. Ça fait beaucoup, ça. Donc, on avait commencé à regarder le tout et nous, ils nous avaient approché pour, je sais pas si vous avez vu le film, là, mais les langages, l'encre qu'ils entrent puis qui font des trucs, là. C'est c'est ce qu'il fallait trouver, point de vue direction artistique, puis ensuite, évidemment, le faire. Et en chemin, on a commencé à les effets d'apesanteur, les cheveux ou des trucs comme ça. Ils nous ont donné les 3 blocs. Et ça, je suis très reconnaissant et il est excessivement agréable à travailler. Il sait non seulement ce qu'il veut, mais il sait qu'il ne veut pas.
Oh, ça, ça, c'est important, ça. Ben, c'est important parce que c'est tellement large des fois. Puis évidemment, c'est pas quelqu'un qui a une difficulté à s'exprimer. Là. Puis avec l'expérience qu'il a acquise maintenant avec Dune et avec les autres films, je pense que il y a de moins en moins besoin d'input, bien que je le connais de telle sorte parce qu'il a toujours été très, très, très ouvert à des propositions. Donc, moi, j'adore ce réalisateur-là. Je le suis de près tout le temps. Exactement. C'est pour ça que notre podcast s'appelle J'adore ça. C'est ça. Moi, c'est drôle, c'est un détail, Pierre. C'est juste un petit détail, puis peut-être que ta réponse va être très courte, mais j'ai une question. Comme tu vois, je ne sais pas les réponses très courtes. C'est quoi la différence entre le green screen et le blue screen? Y en a-t-il une en termes d'efficacité ou c'est juste un choix puis c'est ça? Ben, premièrement, on va éliminer certaines fausses croyances. Pourquoi? Le blue screen vient du film. Okay. Et à cause des filtres qu'il faut mettre à l'intérieur de ça, on peut d'ailleurs, j'ai déjà fait du chroma key, ça s'appelle du chroma key, faire ça, sur du rouge. Dans le cas de 300, avec les capes rouges à longueur de journée, c'est difficile de s'en aller avec un fond vert. On a décidé de prendre un fond bleu pour ça, pour que la transition entre le vert et le bleu soit très, très facile et que l'intégration soit imperceptible. Mais idéalement, et le vert, c'est plus délicat parce que c'est plus près regarde ton chandail présentement qui est vert, pour les auditeurs qui ne le savent pas. Et le vert et le jaune n'est pas très, très loin. Okay. Donc, ça que le bleu a été beaucoup utilisé longtemps. En cinéma, avec le processus très difficile, c'est très difficile parce que tu projettes avec le bleu, que ça fait une espèce de mat, puis il re-shootait à 2 caméras l'écran. C'est une affaire de fou, là, pour faire un truc comme celui-là. Pour faire une histoire courte au niveau mathématique, dans du blanc, en électronique, tu as 59% de vert, de luminosité. OK. T'as 30% de rouge, puis tu as 11% de bleu. Donc, quand tu fais du blue screen, tu as beaucoup plus de bruit. Donc, si tu as plus de bruit dans le signal, les incrustations vont sur les edges être moins je dirais, patinées ou imperceptibles. Le vert est beaucoup, beaucoup utilisé parce que c'est celui qui donne un signal le plus... C'est comme si en audio, tu as du hiss. Ben, en bleu, tu vas avoir un peu de hiss dans ton bleu, tu vas avoir du noise. Tandis que dans le vert, tu vas en avoir beaucoup moins parce que tu as 3 fois plus que même 59 versus 11. C'est pratiquement... c'est bonne l'addition du blanc, dans le fond, c'est pour ça que dans un mettons, si je regarde de très, très, très proche mon écran d'ordinateur qui affiche du blanc, il va avoir 2 points verts, 1 point rouge, 1 point bleu. Dans le fond, pour chaque pixel, il y a comme 4 LED, donc dont 2 verts. Est-ce que c'est non, ça? tu vas en avoir 3 RGB. OK. C'est comment ça va être dosé à l'intérieur de ça. Ils sont tellement petits un de l'autre que quand tu t'éloignes, tu vois on voit juste la somme. C'est ça. Maintenant, avec si tu parles de ton écran, lui, il y a un mécanisme différent sur la lumière en arrière de ces trucs-là. Ouais. Donc, c'est pour ça, là, on n'entre pas dans les... Il y a plusieurs façons de le faire, mais généralement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Mais il y a une différence. Il vaut mieux faire du vert quand on peut, mais quand la teneur artistique comme 300 avec les capes rouges tout le temps, ben là, à ce moment-là, tu vas aller volontairement faire le compromis de dire on va être un peu plus noisy dans le bleu, mais la découpe va se faire vraiment plus vite. Puis, si mon souvenir est exact, dans 300, pas 300, dans Sin City, comme les pansements sur le visage des acteurs ou les lunettes ou les... je me rappelle... Il me semble qu'il y avait des trucs que c'était en rouge. Exact. Oui. Oui, ça, je te dis, on a fait du chroma key en rouge parce qu'à un certain moment donné, on veut vouloir détecter des trucs. Fait que
il n'y a pas de racisme pour un board de la longueur d'onde choisie. C'est quoi la longueur d'onde de lumière que tu veux que j'enlève? C'est un choix technique. Vous êtes très inclusif dans toutes les couleurs. Oui. Enfin, DAI VFX. Je vais y aller tout de suite de la question de... On a un de nos astronautes, Oui. Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe. Notre premier capitaine. D'ailleurs, on a des grades d'astronautes qui nous suivent. Capitaine Jean-Philippe, qui avait une question pour toi, Pierre. Il voulait savoir, mis à part les films très connus sur lesquels Pierre a participé, quelle serait selon lui sa plus grande fierté? Une scène en particulier, un film, une connexion avec un autre artiste, quelque chose d'unique pour lui. Quelque chose d'unique pour toi, Pierre? J'ai eu beaucoup de plaisir, techniquement parlant, à faire Japlou. Parce que quand on a présenté le film à Paris, l'équipe qui était là aux Olympiques ont été invités, évidemment, il y était plusieurs. Et ils sont venus voir en me disant où est-ce que vous avez pris le footage? Elle dit le footage, oui, tout ce qui a été tourné, parce qu'on était là, c'était comme ça, j'ai tout reconnu. J'étais comme, my God, OK, on a gagné. J'étais vraiment content. Mais ça, c'est cool. c'est techniquement parlant. Je trouve, moi, celui dans lequel j'ai eu plus plaisir, c'est Marie-Antoinette. Oui. Marie-Antoinette, qui était diffusée en PAL en France, qui a eu un bon succès. Le but de cette série-là, c'est de dire ce que vous voyez, c'est ce qu'elle voyait. Donc, je m'explique. Le but, c'est d'aller tourner tous les environnements réels qui existent encore, de gommer les trucs qui sont devenus modernes pour revenir à ce qu'il y avait, les antennes sur les toits ou les trucs comme ça. Ah, ben oui. De tourner tous ces environnements-là. Ensuite, de s'en revenir à Montréal, de rentrer dans un studio complètement green et de faire des mouvements de caméra et d'aller l'intégrer dans le vrai environnement qui existait. Je pense, je suis un peu ému à ce niveau-là parce que je pense toujours à la fin quand elle est à la conciergerie et qu'elle signe, et ainsi de suite. Ça m'a beaucoup... Puis en plus, on a vu la vraie guillotine puis le kit, donc ça me reste encore marqué. Mais on a fait une émission complète sur... et la prétention, c'est si vous ne connaissez pas Marie-Antoinette avant, quand vous allez avoir terminé, vous allez avoir une très bonne idée de qui elle était. Et c'est fabuleux parce que tous les environnements qu'on voit dans le film, les gens en studio ont été intégrés à l'intérieur avec le respect des angles de soleil, la couleur du soleil, les angles, et ainsi de suite. Et de pouvoir dire, vous voyez, dans ce documentaire sur Marie-Antoinette, ce que vous voyez, c'est exactement ce qu'elle aussi voyait. Et ça a été fabuleux parce qu'on est allé tourner ça pour les environnements après une semaine. Vous étiez où, là? Vous étiez à Paris, forcément, non? On était à Versailles, on était à Paris. À Versailles, évidemment, t'as pas le droit, parce que, avec raison d'ailleurs, quand on voit le tout, t'as pas le droit de prendre beaucoup d'éclairage. On avait le droit à une caméra photo et une caméra à l'épaule. Ouais. Alors, pour faire les mouvements à l'extérieur, le directeur photo était sur une chaise roulante. Moi, je la poussais avec les pavés qui montaient comme ça partout, ainsi de suite. On stabilisait le tout par la suite. T'as l'impression que c'est un drone qui vient de faire le tout, là. Et on a tourné tous les environnements là-dedans. Est-ce que c'est pour Marie-Antoinette que... Il me semble que c'était ça l'histoire. Il a fallu que tu montes sur les toits de Versailles? Oui, on est monté sur les toits de Versailles parce que le roi, le seul endroit où il se sentait en sécurité de ne pas pouvoir être épié, verbalement parlant, quand il discutait, c'est sur les toits de Versailles. Oui. Donc lui, ça le dérangeait pas. Les pompiers de Paris, eux, ça les a pas mal dérangés parce qu'ils ne permettent pas aux gens d'aller sur les toits. On les tourné des magnifiques scènes dans cet endroit-là. Tu sais.
Wow. Mais ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, et évidemment, la série de Lineage que j'ai fait avec Ubisoft, parce que là, c'était un autre défi. On est allé tourner encore, vous savez, Hybrid, c'est la compagnie, certainement au monde, qui a tourné le plus de films complets entièrement sur bleu ou vert, au niveau des environnements. Ben oui, Assassin's Creed Lineage, Ouais. il y avait Marie-Antoinette, il y a eu, ben, c'était pas entièrement, mais Napoléon, il y en a eu pas mal, il me semble. Napoléon, il y en a, non, pas autant, mais Non? Sin City 300, c'est des exemples, tout était en intérêt que ça. Lineage, c'en était un autre, et beaucoup d'interventions. On avait on a encore beaucoup d'expérience et d'expertise sur comment se débarrasser d'un fond vert. Sans que ça paraisse. C'est plus dur que ça ne l'a l'air. Honnêtement, là, c'est plus dur à faire que ça ne l'a l'air. Je t'avoue, c'est un des impacts que l'intelligence artificielle va grandement changer. C'est sûr. Je ne sais pas si, pour nos auditrices et nos auditeurs, je ne sais pas si vous avez entendu à quel point Pierre aime la France. C'est ce que je retiens de toutes ces... Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai été chanceux parce que j'ai fait beaucoup de trucs. À l'époque, on faisait des habillages aussi pour TV5 et compagnie. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec T'as eu les l'occasion de Français. voyager aussi. Oui, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis en France. Ah, super. Là, je serais parti sur l'un de mes... en fait, je voulais te parler... Je sais que Hybrid n'a pas travaillé là-dessus, mais ça va m'amener à une question. Moi, quand j'étais jeune, je pense que la trilogie de films qui restera gravée dans ma mémoire comme une explosion dans ma face de VFX et de CGI, c'était Le Seigneur des Anneaux. Oui. C'était tellement époustouflant pour moi qui était un jeune pré-ado, je pense, quand le premier est sorti. Puis de voir après ça, tu sais, quand tu avais les coffrets DVD Deluxe, tu pouvais voir les behind the scenes, puis tu voyais les écrans verts, puis tu voyais à quel point il y avait vraiment beaucoup de monde ou peu de monde, puis etc. Bref, du motion capture, de tous ces éléments-là. Est-ce que, selon toi, il y a des œuvres un peu comme ça de référence, comme Le Seigneur des Anneaux, qui ont été vues un peu comme des... Je dis pas que Le Seigneur des Anneaux en est une, mais est-ce qu'il y en a qui ont été vus comme des grandes avancées dans le domaine des effets visuels? Ouais, c'en est une. Je peux te le confirmer. Je pense que, point de vue techniquement parlant, quand on a regardé ce film-là, ils ont mis au monde les animations de masse de foule. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En interaction pendant une bataille. Un groupe contre un autre et qui pénètre en les autres. Ils ont poussé ça très loin. C'est ça que c'est exactement l'un des points que j'avais noté, c'était, tu sais, créer comme des nuées d'éléments, là, des personnages, des animaux, des non monstres. seulement ça, en situation de bataille et en interaction. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas juste chacun tout seul de son bord. Non, puis, parce que je te dis, on en a fait par la suite, nous autres, des animations de foule et compagnie. Ouais. Et c'est pas mal de travail. Il y avait des logiciels qui étaient utilisés sur le marché, mais t'atteins pas un résultat comme Lord of the Rings sans écrire un peu de logiciel. Oui. C'est ça. Et en plus, pour le reste, il y avait aussi une direction artistique qui était assez incroyable. Ouais. Une histoire qui était assez incroyable aussi. Je pense que c'est la somme de tout ça a donné une trilogie qui est difficile à égaler. Puis même que, je veux dire, ils ont réessayé avec le Hobbit. Ça n'a pas fonctionné. Non. Là, mais tu parles de scènes qui m'ont bouleversé. C'est la scène des enfants qui montent dans des arbres, qui marchent comme des soldats avec eux, accrochés. Oui. C'est une scène, ça? Oui. Dans le 2, dans le... Tu la regarderas de nouveau, tu verras, c'est... Gouffre d'Elm. Ouais. Tout à fait. Mais c'est vraiment... Puis ma question pour toi, Pierre, c'est en vois-tu d'autres, des films un peu dans ce style-là, des genres de milestones, des films qui ont comme eu un impact sur l'industrie au complet des VFX, là, qui ont comme fait vraiment des avancées dans le... Qui passé ou futur? Ah, passé. Oui, des films qui sont déjà honnêtement, sortis. The Matrix 1, là, Ben oui. où ils ont inventé une rig qui se permettait de geler
le temps Ouais. pendant que la caméra, lui, Et ça, c'était fou. Ça, ouais. c'était fou. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Mm. Mais ça, de c'est la voir ça. créativité par l'aspect technique. Puis, je trouve Mais que c'est des des fois, VFX, ça ça. manque. Oui, mais c'est ça, mais je sais ce qui est possible de faire techniquement. Et je vais ajouter de la créativité pour faire ce que je veux faire. Et non, je suis créatif, je veux créer une histoire. Ah, comment je pourrais mettre les VFX pour aider mon histoire? Je trouve que c'est comme le processus inversé. Je trouve ça plus intéressant de procéder de même. Voici quelque chose de technique qui serait vraiment débile. Ben, avant, tout Hey, ce que comment tu on peut pouvais l'utiliser? faire, c'est d'aller dans un ralenti, tu sais, et puis de faire un truc. Mais non, un ralenti en tant que tel, le moment continue, l'action continue de se faire. Là, tu t'arrêtes et tu montes au spectateur 360 degrés Ça, de la c'est- scène. Ouais. Ça, c'est capoté. Ça, Je me c'était rappelle, fabuleux. il y a d'autres effets, là, tu sais, genre un hélicoptère qui crash, mais qui se fait comme aspirer par un building, là, qui est comme... Ouais. C'est- Ah ouais, C'était des trucs jamais vus, là. C'était impressionnant, là. C'est, ouais, vraiment. Matrix, ouais, je vois. Je vois. Ouais. Matrix en est un que j'avais retenu. Mm. 300, je dois avouer que comme benchmark, Oui. quand on a fait Sin City à Hollywood, ils ont fait OK, c'est parce que l'impact visuel était quand même assez important pour mettre un stamp là-dessus. Mais ils ont dit OK, c'est un petit peu la chance du débutant. On n'était pas des débutants. Je leur reparlerai tantôt. C'est intéressant là-dedans. Mais quand on a sorti, quand on a fini de sortir, que les gens ont gardé 300, en fait, ils sont là pour rester. Ouais. On est là pour rester parce qu'il n'y a pas plus 4 compagnies dans le monde qui sont en VFX depuis plus de 30 ans. Ben, c'est ça Ils l'affaire. sont encore Comment- intègres. Comment Hybride je veux dire, c'est un tour de force parce que, tu sais, OK, ILM, on sait c'est qui, Weta, on sait c'est qui. Mais sinon, il y a des petits studios qui naissent, qui meurent, qui se font Ou qui split. ou qui Qui split. se divisent en deux dans 2 groupes parce que, bon, il y a eu un à l'intérieur. Ouais. Ouais. J'ai pas de réponse à ça, autre que je peux te dire que les gens avec j'ai eu la chance de travailler, je me suis levé à tous les matins pour aller retrouver des amis Ah, ouais. et pas dans une situation nécessairement facile, tu sais, il y a suffisamment de défis qui peut challenger n'importe quelle équipe avec des moments, mais il y avait beaucoup d'humour. Il y a encore beaucoup d'humour dans cette compagnie, j'en suis sûr. Il y avait surtout beaucoup, beaucoup de passion. Et on était très, très encouragés parce que la chance qu'on a eue, tu sais, quand ALM nous a dit, ben, vous allez travailler avec nous sur Star Wars, les 2 bras nous ont tombé. Parce qu'il y a, je dirais, le tiers du staff qui sont devenus VFX à cause de ce film-là. Ah ouais. Ça, alors, tu sais, quand on pense à ça, Ouais, c'est fou quand même. C'est fou parce que Star Wars, c'est tellement sacré pour ILM en plus. Ben oui. Ça a l'air d'être une belle chasse gardée. ILM, c'est Star Wars. Je veux dire, je pense que ça a commencé comme ça. Industrial Light and Magic avec Lucas. ben, ça a Puis- commencé en allant voir des studios, en faisant des tests un peu sur Blue Screen encore avec des maquettes et des trucs comme ça, Ouais. pour se faire dire non, ça ne nous intéresse pas, ça ne marchera pas votre affaire. C'est comme ça que ça allait. Il l'a pas eu facile, Lucas. Pas Ouais. du tout. Ouais. Ouais. Ah, c'est énormément de travail, mais ça a payé. Puis comment ça fonctionne, votre collaboration entre Hybride et ILM? Comment? Y a-t-il une dynamique précise ou c'est vous faites donner des plans à faire? Notre première comment ça a passé? Je pense que le premier film qu'on a fait avec eux autres, ça a été Pacific Rim. Mhm. Parce que Pacific Rim, il y avait un défi à l'intérieur de Pacific Rim, c'est que avec les batailles des différentes nations, à un certain moment donné, on savait plus qui est qui. Donc, on a décidé de proposer de participer avec eux à faire du color coding, des couleurs qui sont directement associées à une nationalité. Le rouge Ok. pour les Russes, puis ainsi de suite.
Et on a fini par faire tous les hologrammes à l'intérieur de ce film-là. Et c'était une expérience vraiment agréable. C'est bien que par la suite, après ça, on avait fait Hunger Games, je pense, avec eux. Je pense qu'ils ont vu dans Hybride leur début. Et ils m'ont demandé d'aller faire une représentation, une présentation d'Hybride. J'y suis allé. Mais moi, avec la mémoire des visages, j'ai pas vu que John Knoll était dans la petite salle, puis on regardait le tout, puis il m'a dit c'est quoi dans tout ce que tu m'as montré là que t'aimes le plus? Puis je pense que j'ai dit écoutez, je suis un peu mélangé, probablement le dernier parce que c'est celui dont je me souviens le plus, puis on vient de réveiller assez fort, c'était Pacific Rim, je pense. Il était parti à rire. Puis ensuite, ils nous ont approchés pour dire est-ce que vous seriez intéressés à travailler avec nous d'une façon plus près. On y a réfléchi. Puis après ça, on a dit ouais, on va faire ça. Puis on a fait beaucoup de films avec eux. C'était très difficile. Je l'ai dit à Ubisoft, ça va être une trop difficile parce que la marche est haute. Et quand on va lever notre jambe pour aller essayer de monter dessus, ça va faire mal. Mais ça va nous faire grandir beaucoup. Et ça a fait exactement ça. Pour vrai, félicitations. Moi, je veux dire, si j'ai un rêve dans la vie, c'est faire partie de Star Wars d'une façon quelconque. Donc, vous avez réalisé mon rêve. Bravo! T'es un vrai fan. Ouais. Tu fais partie de Star Wars, Étienne. Avec raison, écoute, on en profite. Je fais partie par ricochet. Tu sais, on voit plein de trucs qui se sont faits après au niveau du cinéma, puis je vois l'influence de Star Wars sur tous les autres films aussi, tu sais. Je peux pas faire abstraction, tu sais. Ouais, puis d'ailleurs, tant qu'à être dans Star Wars, moi, je me demande, Pierre, as-tu des... Tu sais, mettons, ben là, je vais parler d'un de mes plans préférés côté VFX, bien qu'il y ait des très fortes chances, selon nos discussions, que ce soit ILM qui l'ait fait, mais je vais quand même te poser des questions en lien avec ça, ou bien, en tout cas, bref, je vais me lancer. Dans le Last Jedi, il y a une scène avec un cruiser rebelle qui pourfend littéralement des Star Destroyers en rentrant en hyperspace. C'est d'ailleurs l'une des rares fois dans Star Wars où le son est totalement coupé au moment où les Star Destroyers se font annihiler, puis l'explosion elle est entendue après ça. Tu sais, il y a comme une espèce de ce qui est une super bonne idée. Ouais. Vraiment, il y a une force dans ce plan parce qu'on a coupé le son au moment où les VFX nous pètent dans la face. Tu sais. Oui. Ben là, je me suis demandé, premièrement, est-ce que ça vous arrive de travailler justement avec, je disais la blague avec Étienne, il y avait pas de son, mais ça vous arrive-tu de travailler avec des sound designers aussi dans des contextes, peut-être via le réalisateur, là, mais pour essayer d'adapter, tu sais, comment vous faites vos VFX? Est-ce qu'il y a des interactions avec les gens qui font des sons, par exemple, pour donner ce genre de scène-là ensuite? Tu sais, comment ça se passe, cette interaction-là avec ce corps de métier-là, par exemple? Non. Nous, on n'a pas ce lien-là. Okay. Ça, j'avais, dans le studio avant Hybride, qui était le studio Perry, là. Mm-hmm. Ça, on faisait beaucoup d'audio, beaucoup de trucs comme ça, beaucoup d'effets comme ceux-là. Okay. Mais nous, non. Ce qu'ils vont faire, c'est on va envoyer nos plans en tant que tels. Souvent, quand on va regarder, ils vont avoir fait une petite track audio pour nous mettre dans l'atmosphère, puis qu'on va traîner dans le même plan pendant tout le temps. C'est le maximum où on est allé avec ça. OK. Parce que tu comprends que pour les professionnels de l'audio, c'est très ingrat. Parce que tu parles de post-production. Eux autres, c'est du post-production. Parce que ils se ramassent, au départ, ils essaient d'avoir tous les effets en banque. Mais c'est quand ils regardent le plan fini qu'ils commencent à bosser. Et ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est comme en publicité, là. Les gens ne savent pas, là. Mais nous, on a fini de faire la pub. Et puis, eux, à l'autre bout, là, ils ont une journée pour la chanson, la prise de tout le kit.
Il reste juste là. J'imagine un sound designer tout seul qui pleure parce qu'il Non, c'est... il y aurait juste une journée. Ouais, en tout cas, à chaque fois, je pense à eux, tout le temps. Baptiste, Je dis, c'est ça écoute, qui s'est passé pour Star Wars. C'est le gars de son qui a vu l'explosion de Star Destroyer puis il a juste fait non. Et il est parti. Je mettrais pas de son J'ai là-dessus. plus de temps. J'ai pas le temps. J'ai plus de Exactement. temps. Regarde, Ouais, c'est il ça. y aura plus de son à cet endroit-là, OK? Ça va être parfait, right? Ça a donné le meilleur effet de son. Ben, quelqu'un s'est levé sur le coup, il a enlevé avec son Accroché pied le le fil, tout arrêté, puis on dit on le garde. Ah, j'aime ces histoires d'accidents-là. Ah, c'est drôle. Là, j'ai une autre question pour toi, Pierre, toujours dans l'univers de Star Wars. À quel point t'as affaire à Disney, puis là, même par extension, aux producteurs, aux boîtes de production? Comment est-ce qu'ils interagissent avec vous dans le contexte de ce que vous faites Très, dans un très projet? près. Quand tu travailles sur un truc comme celui-là, tu es très, très proche de tout ce qui est air management. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas C'est juste sûr, le parce réalisateur, que- là, t'as des gens de la prod aussi qui regardent un peu ce que tu fais, puis c'est ceux qui Regarde, checkent. écoute, arrête. Quand tu travailles sur un film avec des Américains de ce côté-là, là, Mhm. à ce calibre-là, si quelqu'un t'envoie un mail concernant le plan et qu'il n'y a pas eu une réponse dans les 15 minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui appelle qui dit « Qu'est-ce qui se passe avec vous? Hey. Wow. Ah ouais, hein? » Ah oui, là. Il faut donner ça aux Américains. Ce sont des gens qui sont dans ces calibres-là pour livrer un livre comme celui-là excessivement organisé, très dédié Mhm. et très rodé. Tu sais, un film comme celui-là, c'est plusieurs milliers de personnes d'une PME qui va en cours de route se mettre ensemble. Ils connaissent chacun leur rôle, ont été choisis pour ça, puis c'est parti. Hmm. Alors, non, il faut que tu sois... Nous, on est très chanceux parce que, tu sais, avec Island, on a écrit plein de logiciels juste pour importer leur stock, que ce soit comme pour eux et vice-versa. Et ils nous disaient, encore dans les derniers temps où j'y étais, ils disaient, vous êtes comme une division d'ILM. On ne voit plus de différence entre nous et notre site à Londres ou le site à Los Angeles, Wow. Angeles. Et pour arriver à une situation comme celle-là, c'est beaucoup, beaucoup. Écoute, on parle de 10 ans de boulot avec eux. Là, quand même. Ouais. Mais en même temps, Londres, Los Angeles, Piémont, je veux dire, c'est comparable. On parlait de triangle, on vient de le fermer, là. Mais ça, regarde, j'en reviens sur Piémont. À quel point c'est un avantage ou un inconvénient vis-à-vis, disons, avoir commencé à Montréal? Ça a été un énorme inconvénient au départ parce qu'on a quand même fait 2000 publicités là, dans les 5 premières années. Là. Ah ouais. Et les gens partaient de Montréal, prenaient l'autoroute des Laurentides, qui était quand même beaucoup plus potable qu'aujourd'hui, puis arrivaient à Piémont, mais ils repartaient des fois. Mais il y avait une espèce de, t'es venu au studio, tu sais de quoi je parle. Donc, mais c'est une maison... j'ai connu les débuts des studios, puis là, confirme ma mémoire d'enfant, à un moment donné, il y avait un mur avec un gros Fido-Dido qui était la mascotte de 7-Up qui était peinturé dessus parce que vous aviez fait une pub pour 7-Up. Vous aviez fait une pub pour les Cheerios au miel et au noix avec l'abeille animée traditionnelle. Oui. L'abeille. Vous aviez fait une pub pour la loterie Télé-Dollar de l'Auto-Québec. Avec du blue screen, il y a un petit bonhomme dans une valise. Il y en avait plein. Je me rappelle, j'étais enfant, ça me fascinait. Ça me fascinait, tout cet univers-là. Puis j'ai dormi dans ce studio-là. on a grossi pas mal le même building qui était encore là. Donc ça nous a nuit durant cette période-là. Ouais. Et quand j'ai décidé avec mes partenaires que on quittait un peu comme le dîner de compte, c'est non pas pour la petite Norlette, alors non le grand écran là, quand on a décidé d'enjamber une autre marche,
ce qui était intéressant, me semblait ce que je voulais vous dire tantôt, c'est comment se fait-il que des gens qui viennent de la vidéo deviennent spécialisés pour le film? Et la réponse est les gens au niveau du cinéma qui étaient des professionnels des effets visuels et avaient énormément d'expérience sur les greens, des trucs comme ça quand ils faisaient Superman ou des trucs comme ça, mais n'avaient pas eu la chance des gens de la vidéo qui, eux, travaillaient avec des médias électroniques, mais apprenaient à faire énormément de choses à basse résolution qui étaient un jour pour leur servir beaucoup. Donc, quand la barrière, dans la barrière du 720 pixels, là, par 486, a été brisée pour le HD, c'est un peu comment ça, pour ce qui était projeté en salle. Nous, on traînait en arrière de nous autres 15 ans d'expérience en effets visuels. On avait fait des émissions à Radio-Canada qui s'appelaient Le Défi mondial, qui avait attiré 1,2 million de personnes pour un documentaire un peu aride sur la politique internationale, parce que c'était le fun à regarder. On faisait des ouvertures pour le bye-bye, encore avec beaucoup d'effets spéciaux pour augmenter, encore là, amplifier le gag, parce que c'est ce qu'on est. On est des amplificateurs. Mais c'est sûr que si tu nous envoies quelque chose qui est pas bon, ça se peut qu'on t'amplifie quelque chose qui est pas bon. Tout, we'll fix it in post, c'est pas vrai pour tout. Ouais. Écoute, ça fait 1h12 qu'on se parle. Je vais enchaîner vers la fin, c'est-à-dire on a posé des questions à nos astronautes sur notre Discord, puis on va répondre aux mêmes questions. Dans le fond, c'est nos plans VFX préférés. Pierre, commençons de ton côté. Est-ce qu'il y a des plans faits par hybride et ou pas faits par hybride qui sont tes préférés? Ça, c'est une drôle de question parce que, comme je te dis, il y a tellement de différents types qui existent. Il y a... je suis encore très fasciné parce que j'aime beaucoup dans ceux qui sont pas faits par hybride. J'aime beaucoup dans Harry Potter la bataille avec particules bleues d'un côté et rouges de l'autre, où ils sont en train vraiment de se battre. Cette scène-là complète, à une époque où les particules de ce type-là sont très, très difficiles à faire dans ce contexte-là. Ça, j'ai trouvé que c'était fabuleux et ça m'a beaucoup marqué de regarder ce plan-là. Dans les plans que Hybrid a fait, c'est certainement l'ensemble des plans des Star Wars sur lesquels on a pu travailler, entre autres dans des environnements qui étaient difficiles. Mais là, c'est parce que je suis un peu distorsionné parce que il y a des plans qui ont été tournés et en cours de route, la narration commande un changement. Des fois, tu vas faire un plan, tu vas te retrouver avec deux acteurs qui sont sur un paquebot en mer et qui s'en vont. Et là, on décide, dont la réplique, elle peut pas arriver là. On comprend pas, elle va arriver plus tard. Donc, faut que tu t'arranges pour effacer le gars, que la personne soit là. Mais donc, des détails comme ceux-là, ça devient pas encore justificatif du plus beau plan que j'ai vu qui peut être fait. Mais j'en ai tellement dont je suis vraiment, vraiment fier. Un, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé, c'est dans The Arrival. Ça a l'air... moi, comme vous voyez, je suis très... c'est pas juste les exécutions techniques qui viennent me chercher. Non. C'est le côté amplification. Nous, on est là en cours de route et on a la prétention de dire on peut participer au storytelling. Et je trouve que le travail que l'on a fait sur les jets d'encre dans The Arrival pour les communications, c'était très réussi à l'intérieur du contexte de ce qu'il désirait avoir en relation avec la direction artistique aussi.
Puis je vous dirais aussi que dans le King Kong, sur lequel on a eu la chance de travailler, on a fait des environnements, celle où le bateau rentre, puis t'as tout le mur de bio qui se lève avec des cordes pour le laisser passer. Ça, c'est encore des plans dont je suis très fier. Wow. C'est malade. Baptiste, de ton côté? Ben, en fait, j'en ai déjà nommé 2 un peu à travers mes questions, mais je vais nommer mes 3. Le plan préféré dont, je l'ai pas mentionné tel quel, mais c'est la bataille de Minas Tirith dans Le Retour du Roi, dans Le Seigneur des Anneaux, parce que là, on se parlait avec Pierre tantôt de toutes ces personnes-là qui se battent, puis tout ça, c'est en interaction, puis c'est complexe, mais quand on repense à surtout la charge... à l'époque. C'est ça, à l'époque. Là, t'as comme la charge de tous les cavaliers, alors qu'il y a juste les premiers rangs qui sont des vrais cavaliers. Puis comme disait Pierre, après ça, c'est de la réplication. Puis t'as comme d'autres cavaliers beaucoup plus loin par milliers, puis par centaines de milliers. T'as la charge aussi bourrée de VFX, CGI des Moumakil, qui est tellement impressionnante, suivie finalement à nouveau de la charge à nouveau bourrée de VFX avec l'armée des morts qui rase tout le... Bref, ce plan-là, ça me fait encore rêver aujourd'hui. C'est vraiment un excellent plan. Un deuxième que j'avais noté, que ça, j'en ai pas parlé encore, puis là, c'est souvent moi, jeune, qui regarde ces plans-là puis qui est vraiment impressionné aussi par les effets visuels. Mais c'est la course-poursuite de voitures volantes dans Le 5e élément. Ouais. Avec ciel. Ouais. C'est avec les voitures de police, avec Corbin Dallas et Lilou. Puis là, il y a une scène à un moment donné où ils se font genre, ils passent un coin, puis là, t'as toutes les voitures de police qui les gunnent, puis là, ils font juste comme tomber comme ça. Puis là, ils ont dû genre probablement incliner cette portion-là pour que Corbin Dallas soit genre vu de face, mais Lilou est genre écrasé contre la vitre en arrière du taxi. Cette scène-là est malade, puis c'est vraiment une belle collaboration du VFX avec genre les effets spéciaux plus pratiques puis plus manuels. Tu sais, c'est vraiment... moi, ça me faisait capoter quand j'étais jeune. Puis je le sais que vous avez travaillé sur Valériane avec Luc Besson, là, fait que bref. Moi, on avait fait aussi beaucoup de simulations de foule assez massives sur Warcraft. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que tu disais tantôt, oui, avec les gens qui sont très loin, il faut comprendre que plus les personnages sont loin, plus tu peux mettre un peu d'hors foyer, plus tu peux faire une action en tant que telle. Puis tu sais, dans Ben-Hur, là, les gens voyaient même pas que la rangée en bas, c'était des gens qui faisaient tourner des trucs en bois. Puis parce que ils sont petits puis ils sont en bas. Quand on a fait Warcraft, on a fini par se rappeler, à se ramener pas mal près. On a été obligé de faire des guerriers où tu voyais dans aucun doute là, la bataille entreprise entre les deux. Ça, fait partie des plans dont je suis très fier aussi. Ouais. Ah, c'est bon. Puis le dernier que je mentionnais déjà, c'est Last Jedi, avec le cruiser qui détruit beaucoup de Star Destroyer en passant au travers en hyperspace. C'est époustouflant, ce plan-là. C'est vraiment époustouflant. Puis c'est drôle parce que pour les astronautes qui me connaissent, je n'ai jamais mentionné Christopher Nolan dans mes plans préférés. Ouais, mais là, tu le dis, là. Mais je pense qu'il y a peut-être une différence dans ma tête entre les plans préférés puis les films préférés. Ouais. C'est ça. C'est bon. Vas-y, demander quel film t'as préféré. En plus, sur l'instant du moment. Mais ce qui est important, c'est l'espèce de tatouage cervical que t'as qui reste toute ta vie parce que quand tu les as vus, des temps tu t'en souviens après, là, cette espèce de souvenir qui en tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Mais ça partira jamais, c'est sûr. J'ai pas la mémoire des visages, mais j'ai une mémoire incroyable sur les plans. C'est parfait pour professionnel. Pas toujours. Puis toi, Étienne? Moi, de mon côté, écoute, Baptiste, on en a un en commun, celui de Last Jedi. Tu sais, quand tu dis le plan est tellement bon qu'on peut couper le son. Même, on devrait couper le son. On devrait couper le son. Le mettre en premier plan, wink wink. Ça en est un. Il y en a deux autres.
le premier, c'est un peu mon premier contact avec ce genre d'effet-là, c'est Back to the Future, quand la voiture disparaît la première fois. Là, c'est une traînée, en fait, 2 traînées de feu. Puis, le feu passe entre les jambes de Marty et Doc. Puis, je me souviens, je regardais ce film-là à répétition, tellement que j'ai brisé le lecteur vidéo bêta qu'on avait et que Pierre a essayé tant bien que mal de réparer. Et c'est probablement une des seules choses que j'ai jamais été capable de réparer. Je tiens à le mentionner. Mais bref, je regardais ça, j'étais tout petit, puis je me souviens avoir demandé à ma mère comment il fait pour être dans le feu. Parce que je pense qu'il y a un des 2 acteurs qui avait littéralement son pied dans la traînée de feu. Bien sûr, c'était une surimposition de, effets visuels. Mais moi, j'étais convaincu que c'était du vrai feu. Puis quand j'ai demandé à ma mère, c'est comme, mais comment ça se fait? Elle m'a répondu, ça doit être du faux feu. Mais j'y croyais tellement que ce que j'ai interprété, c'est, dans la vie, il y a 2 types de feu. Il y a du feu qui brûle et il y a du feu qui ne brûle pas. Il y a du vrai feu et du faux feu. Ça, c'est du faux feu. Un jour, je vais apprendre à faire du faux feu. Étienne, veux-tu t'étendre qu'on en parle? Après l'enregistrement, si tu veux. L'autre plan, j'ai fait un stage d'1 jour chez Hybrid en 2001 ou 2002. Ouais. Ah ouais? Je suis allé chez Hybrid. Qu'est-ce que t'as fait là-bas, Étienne? J'ai appris c'est quoi les différentes spécialités. Bon, il y avait du compositing, des gars de 3D. Puis là, ça me montrait comment fonctionnaient des particules. Puis tout le monde a été super gentil, ont pris le temps de tout me montrer. Mais le compositing, c'est ce qui m'avait le plus marqué parce qu'il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui travaillait sur un plan pour Napoléon. Puis il m'expliquait, regarde, on a fait 11 passes de caméra avec 50 acteurs habillés en soldats, on les déplace. Puis on combine ces 11 plans-là pour faire un seul plan pour qu'on ait une armée qui a l'air grosse. En arrière, il va y avoir une armée générée en 3D. Tu iras voir les gars de 3D après, ils vont te montrer ça. Puis, il était en train de repatcher le gazon. Parce que, selon lui, c'était pas de même que ça devait avoir l'air. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, mais il est parfait ton gazon, de quoi tu parles? Puis il était comme, non, il est pas fini. Puis là, il retravaillait sur le gazon. Puis il a vraiment passé 2 heures là-dessus jusqu'à ce que j'aille voir quelqu'un d'autre. Puis je me suis dit, comme, bon, ben, c'est cool du compositing, c'est parfait. Mais moi, j'avais hâte de voir le résultat final. Puis à un moment donné, Napoléon est passé à la télé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette série-là, Christian Clavier, puis John Malkovich, c'est vraiment cool. Ouais, puis excellente série. Je pense que John Malkovich dit ses lignes en anglais, mais il est doublé en français pour la version française. Christian Clavier, il est dit en français. Il doit être doublé en anglais pour la version anglaise. Bref. Mais je me rappelle avoir vu ce plan-là final. Je l'ai reconnu, mais je ne le reconnaissais pas parce que, soudainement, ce plan-là, c'est l'hiver. Il y a de la neige partout. Puis je me rappelle plus si l'histoire, c'est que ceux qui ont fait le film ont rechecké leur truc puis ont fait comme « Oups, cette bataille-là se passait à telle date. Oups, il devait avoir de la neige. Ah, pas le choix. Convertis ça en hiver. » Fait que le gars qui faisait le compositing a sûrement repassé là-dessus puis hiverné. Il a tout refait. Tout le plan. J'ai trouvé ça fascinant. C'est exactement ce qui est arrivé. Tu as tout à fait raison parce que la difficulté de ce film-là, c'est qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui connaissent entièrement la vie de Napoléon, les dates, ainsi de suite. Et quand on a commencé à faire les simulations des batailles, il nous l'a envoyé. Et là, il nous a dit, un instant là, moi, j'ai amené avec moi un livre qui n'est pas le vrai livre, mais qui est tout... Parce que Napoléon, dans ses batailles, demandait à des gens de sketcher à toutes les 5 minutes ce qui se passait. Et là, il montrait exactement. Ensuite, il retournait chez lui, puis il regardait comment ça s'était passé, puis il ajustait ses... Napoléon, c'est un ancien réalisateur qui avait juste pas les moyens techniques de faire son film. Il était très réaliste, ses effets visuels, en tout cas. Puis finalement, il nous a dit non, vous pouvez pas faire ça comme ça. On a dit oui, mais nous autres, on a fait ça parce que c'est plus beau comme ça. Peut-être, mais ceux qui sont morts, ça n'a pas arrivé comme ça. On a été obligé de faire ça. Puis ensuite, tu as raison pour la neige. Yves Simoneau, il m'a rappelé, il m'a dit le 2e épisode, là, 2e, 3e, là, faudrait que tout se passe dans la neige. J'espère, pardon.
Oui, parce que ça a lieu dans la neige, puis il y a des gens qui l'ont pointé tout de suite. Ouh là là. OK. Wow. Alors, ça, on appelle ça une curve. Oui, mais quelle curve et je veux dire, la surprise que j'ai eue. Je me souviens du plan. Je suis pas quelqu'un qui a une mémoire visuelle, mais je me souviens du plan encore. Tellement ça m'avait marqué. Pour vrai, chapeau. J'imagine Étienne attendre tout l'épisode pour voir un brin d'herbe à quelque part puis dire « Hey, ça, je l'ai vu. » Mais le pire, c'est que j'en avais parlé à des amis, tu sais. C'est comment, vous allez voir, il se passe ça, c'est tel truc. Puis là, le gars, il a retouché le gazon pendant 2 heures. Puis là, tu regardes, et là, il n'y a pas de gazon, c'est rendu de la neige maintenant. Ça arrive. Tout arrive. On a aussi nos astronautes qui ont... on a 2 astronautes qui ont collaboré à cette question-là. On a JP, comme d'habitude. Salut JP. Qui a dit « Difficile de choisir, mais si on pense juste aux effets visuels, la scène de jogging dans le vaisseau de 2001, Space Odyssey, en 1968, c'est fou raide. L'intro de Star Wars épisode 4, un classique avec le Star Destroyer en 77. La voiture de police qui vole dans LA du futur dans Blade Runner en 82. Le T-Rex sous la pluie dans Jurassic Park en 93. En parenthèse, c'est mon préféré, je crois. C'est encore incroyable aujourd'hui et ça le sera toujours. Le fameux Bullet Time de la Matrice en 99. Bon, JP est d'accord avec toi, Pierre. Ouais. Le trou noir Gargantua dans Interstellar en 2014. Ça en est un beau aussi. Oui. Ah oui, Vraiment. absolument. Ça, c'était aussi un benchmark, ça, quand c'est sorti. Ouais. Quel beau film. Baptiste, Nolan, en tant que son représentant officiel, qu'est-ce que tu fais? Il va t'appeler, là. Il va t'appeler. Là, Baptiste, là, pourquoi tu m'as pas nommé dans tes plans? Baptiste, il y avait un trou noir et il y avait moi. Je pensais pas que tu l'écoutais. Tu lui enverras ton agent. Sinon, on a Potomax qui a mentionné les effets qui me fascinent le plus, c'est les effets qui touchent aux acteurs eux-mêmes. Donc, le petit Steve Rogers dans Captain America, Alec Baldwin dans Tron Legacy, le jeune Hank Pym dans Ant-Man. Il n'a pas mentionné Benjamin Button, je suis surpris. Peut-être qu'il a juste pas pensé ou qu'il n'a pas vu le film. Potomax, si tu n'as pas vu Benjamin Button, qu'est-ce que tu fais? Arrête le podcast. Va regarder Benjamin Button. Et il dit, ils sont pas tous parfaits, mais quand je les ai vus la première fois, j'étais vraiment impressionné. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Yes. Pierre, Raymond, merci beaucoup. Merci tellement, Je t'en Pierre. prie. C'était bien Merci. agréable. Désolé pour mes réponses longues. Ben non. C'est Ah non, ça au qu'on contraire, veut. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on veut. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Je m'appelle Pierre. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un coup de pouce. Yes. D'abord, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est gratuit. Puis ça nous permet de rester connectés avec vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles ou un pouce en l'air ou un commentaire ou quelque chose sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Si vous saviez à quel point ça fait une différence, je pense que vous le feriez à tous les jours. Pour vrai, faites-le. Ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on a maintenant une page Patreon. Oh oui! C'est une belle façon de soutenir le podcast tout en accédant à du contenu exclusif. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, en fait, et avoir accès au Discord et à nos publications exclusives dont je parlais. Il y a aussi un abonnement payant de 2$ par mois pour nous soutenir. Et en échange, on vous mentionne à chaque fin d'épisode et on vous permet de poser des questions à nos invités. D'ailleurs, notre premier capitaine ayant droit à sa mention de fin d'épisode, Jean-Philippe, Capitaine qui JP. adore... Yes! Fun fact sur lui, puis on va essayer de changer les fun facts à chaque fois. Jean-Philippe adore les Oscars plus que tout. Oh oui. Voilà. Oh oui. Tous les détails sont sur j'adoresapodcast.com pour le Patreon. Oui, sur le site également, vous allez trouver tous les liens pour nous écouter. Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible et Amazon Music. On est sur ces plateformes-là. Yes, et comme toujours, le meilleur moyen de nous faire découvrir, c'est d'en parler autour de vous. Si vous êtes en auto, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, appelez vos proches. Criez par la fenêtre. Criez par la fenêtre. Est-ce que tu connais? J'adore ça! Si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode ferait plaisir, n'hésitez pas à lui partager. Oui, c'est comme ça qu'on fait grandir le podcast. Un podcast d'ici.
Merci C'est encore, ça. les astronautes. Merci d'être à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye. J'adore ça. J'adore.